Et vous là-bas, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Putain, les voilà, bordel, oui, coup de feu la foule. Apparemment, Dimitri, 11 août 2025, 2h du matin, Arzamas, ville industrielle à environ 750 km, à l'intérieur de la Russie. Pour ses habitants, la guerre en Ukraine était une réalité lointaine, quelque chose que l'on voyait seulement dans les journaux télévisés. Mais cette illusion de sécurité a été détruite lorsque les drones zombies ont filmé le matin. Par la suite, de nombreuses explosions ont frappé l'une des usines les plus stratégiques de la marine russe. Putain, ils frappent fort, hein? C'est la première fois, voilà. Le plus impressionnant, c'est que même les Russes ne peuvent pas expliquer comment l'Ukraine en est arrivée là. Mais il y a quelque chose de spécifique à propos de cette usine, que les Ukrainiens connaissaient. Quelque chose qui rend attaquer cet endroit plus dévastateur pour les Russes que de bombarder 10 dépôts de munitions. Quand tu découvriras ce qu'elle produit réellement, tu comprendras, parce que même les Russes eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer comment les Ukrainiens ont pu y accéder. Je vais te montrer pourquoi cette usine est unique. Cette opération a commencé à 1h30 du matin. Les premiers rapports de drones s'approchant. Les principales explosions ont eu lieu entre 2h et 3h50 et entre 5h et 5h du matin. Voici ce qui impressionne vraiment. Ce n'était pas une attaque désespérée, c'était une opération calculée, avec une précision militaire. Les Ukrainiens ont combiné 2 types de drones différents, dans une opération qui s'est déroulée en 2 phases. D'abord, il y a eu les drones UJ-22 à longue portée. Ils ont servi de clé, ouvrant des brèches dans les défenses extérieures de l'usine. Ces drones peuvent transporter 20 kg d'explosifs et parcourir plus de 800 km. Cette distance est suffisante pour partir du territoire ukrainien et atteindre Arzamas. Une fois les brèches ouvertes, des drones plus petits à vision à la première personne, décrits comme de style cyclomoteur, ont agi comme un scalpel. Ils ont été guidés à travers les ouvertures pour atteindre des cibles précises dans les pavillons de production. Il n'a pas fallu longtemps pour que plusieurs vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux. Montrant l'attaque en direct. Sur l'une, vous voyez de la brume sortir de la porte de l'usine. Par la suite, une explosion massive frappe le bâtiment, projetant des véhicules dans la zone environnante et comprimant le côté latéral de l'usine dans un champ de feu. En projetant les voitures ? Dans la zone environnante, cela s'ensuit. Cette administration a confirmé que les drones ont pénétré la protection et causé des dégâts à l'intérieur de l'installation. Mais maintenant, c'est vraiment fascinant. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle ciblé précisément cette usine? Voici le point clé de cette histoire. L'installation en question appartient à l'usine de construction d'instruments d'Arzamas. Certains pensent qu'il s'agit d'une installation, si je ne me trompe pas. Elle existe depuis 1957, et c'est une partie essentielle du complexe militaro-industriel russe. Mais ce qui la rend unique, c'est sa double fonction. Environ 21% de l'usine appartient à Almaz-Antey, la corporation qui produit des systèmes de défense aérienne comme le S-400 sous-titre, créé par Dima Torzok. Le reste fait partie de la corporation d'armement de missiles tactiques, responsable des missiles offensifs de la Russie. Tu arrives à comprendre ce que cela signifie? Une seule attaque comme celle-ci dégrade à la fois la capacité offensive et défensive de la Russie. C'est comme toucher 2 cibles avec une seule balle. Mais voici le vrai coup de maître. L'usine produit les cerveaux des missiles russes, disons-le ainsi.
90% de sa production est destinée aux commandes militaires. Il fabrique des systèmes de guidage, des gyroscopes, des ordinateurs de bord et des mécanismes de direction. Sans ces composants, les missiles russes deviennent des bombes aveugles qui ne savent pas où frapper. Comme vous pouvez le voir, les Ukrainiens n'ont pas seulement attaqué les missiles, ils ont attaqué le seul endroit qui fabrique les composants qui rendent ces missiles fonctionnels. Et quand nous parlons de missiles, nous parlons de certaines des armes les plus importantes de la Russie. Le Kh-101 est, par exemple, considéré comme le joyau de l'arsenal russe. C'est un missile de croisière furtif, avec une portée jusqu'à 3500 km. Il peut être lancé depuis l'espace aérien intérieur russe, loin des défenseurs ukrainiens. Sa précision réside dans une combinaison de navigation inertielle, du système de positionnement global russe et de la navigation électro-optique. Dans ce sens, l'usine d'Arzamas produit l'unité de gyroscope d'amortissement BDG 1M, qui est cruciale pour toute cette stabilité et cette précision. Le Kh-32 est un autre missile qui dépend des composants d'Arzamas. Il est supersonique, c'est-à-dire qu'il vole plus vite que la vitesse du son. Cela le rend extrêmement difficile à intercepter. Le système Kh-051M, fabriqué à Arzamas, est essentiel pour son guidage et contrôle. Cette histoire est d'une ironie dévastatrice. C'est parce que ces missiles, que la Russie qualifie de totalement nationaux, sont remplis de micropuces américaines et européennes. L'analyse de missiles KH, sont en état abattu, a révélé des composants de Texas Instruments, Analog Device, AMD et Infineon. Et savoir comment la Russie obtient ces puces, alors qu'elle est sous de fortes sanctions, c'est par le biais de pays tiers et de la contrebande. La Russie achète ces composants à des entreprises intermédiaires situées dans des pays qui n'appliquent pas de sanctions, lesquelles les ont elles-mêmes achetés auprès d'entreprises américaines et européennes. L'usine d'Arzamas, quant à elle, est l'endroit où ces puces de contrebande sont assemblées et intégrées dans les systèmes d'armes russes. C'est là qu'une puce américaine classique se transforme en cerveau d'un missile capable d'attaquer des villes ukrainiennes. Sauf que maintenant, les Ukrainiens viennent d'imposer leurs propres sanctions, mais elles sont très différentes. Pendant que l'Occident essaye de bloquer ces puces par des sanctions économiques, l'Ukraine a résolu le problème par la force, en détruisant physiquement l'usine qui transforme des composants occidentaux en armes russes. Cette attaque s'inscrit dans un ensemble plus vaste. L'Ukraine met en œuvre une nouvelle doctrine militaire, appelée neutralisation stratégique. L'idée est simple. Au lieu d'essayer de détruire tout l'arsenal russe, vous rendez sa capacité à fonctionner totalement inutile. Comme l'a dit la Fondation Carnegie, pour la paix internationale, l'un des principaux centres de recherche en politique internationale des États-Unis. L'objectif est de paralyser la capacité de la Russie à obtenir un quelconque succès militaire, non pas en la battant complètement, mais en rendant la poursuite de ses objectifs impraticables et vaine dans les faits. Ainsi, une défaite fonctionnelle est plus judicieuse qu'une destruction totale. C'est parce qu'il est bien plus efficace d'attaquer une usine qui produit des composants critiques que d'essayer de frapper des centaines de dépôts disséminés à travers la Russie. Mais Arzamas est un cas isolé. L'Ukraine a également attaqué l'usine de drones Shahed, à Yelabuga, au Tatarstan, à plus de 1000 km, à l'intérieur du territoire russe. Elle a également attaqué des infrastructures pour réduire le financement de la guerre. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Sous-titres réalisés par... Et Orenbourg. Sous-titres créé par Dima Torzok. Maintenant,
Il faut décider s'il retire ses précieux systèmes de défense aérienne de la ligne de front pour protéger l'arrière industriel, ou s'il laisse son cœur économique et militaire vulnérable. Des systèmes comme le S-400 et le Pantsir sont nécessaires sur le front pour combattre l'aviation ukrainienne et les systèmes High Mobility Artillery Rocket System. Mais maintenant, l'arrière industriel est aussi une zone de combat. Et beaucoup disent qu'il n'y a pas assez de systèmes de défense aérienne pour couvrir efficacement les deux zones. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine force d'une certaine manière la Russie à choisir ce qu'elle doit sacrifier. Et il y a aussi un impact psychologique dévastateur. Ces attaques nocturnes ne sont pas seulement tactiques, elles brisent l'illusion qu'il existe un arrière russe sûr. Chaque sirène d'alerte aérienne, chaque explosion rappelle à la population russe que la guerre n'est pas lointaine, elle est à leur porte. Cela contredit directement le récit propagé par le Kremlin. Après tout, s'il disait la vérité, la guerre devrait être confinée à l'Ukraine, loin des yeux et des oreilles des Russes. Désormais, des ouvriers d'usines situés à des centaines de kilomètres de la frontière sont ciblés lors d'attaques. Pour l'Ukraine, ces attaques servent comme une sorte de défense proactive. Après tout, le pays ne dispose pas encore des systèmes de défense aérienne nécessaires pour protéger complètement ses villes. Le président Zelensky a déclaré avoir besoin d'au moins 25 systèmes patriotes supplémentaires. Mais pour l'instant, ces systèmes n'arrivent pas. Réduire la production russe de missiles diminue les menaces à intercepter pour l'Ukraine. C'est comme s'ils achetèrent du temps, un temps qui, pour eux, est crucial dans l'état actuel de la guerre. Et toi, qu'en penses-tu? Ces attaques en profondeur de l'Ukraine contre des usines à l'intérieur de la Russie vont-elles changer le cours de la guerre? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec ceux qui s'intéressent aussi aux analyses. À bientôt.